Les gens, bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, je vais expliquer comment fonctionne un moteur asynchrone triphasé à cage d'écureuil. Bon, sachant qu'il existe plusieurs types de moteurs. On a des moteurs synchrones, on a des moteurs à courant continu, on a des moteurs à rotor rebobiné, on a des moteurs à rotor court-circuit, on a... ouais, donc il existe plusieurs types de moteurs, mais moi je vais parler que de ce moteur-là. Mais avant tout, on va déjà chercher la genèse qui a permis d'arriver pratiquement jusqu'à ce système qui est pratiquement utilisé près de 80-90% dans tous les systèmes industriels. Sydney est dans la place. Douala est dans la place. Simon est dans la place. Ouais, Philippe. Bon, on arrête. Là, on parle de Pierre Simon de la place. Donc, c'est un physicien, mathématicien, astronome, politicien français qui a mis en évidence cette force qui dit quoi? La force de la place, c'est une force électromagnétique qui exerce un champ magnétique sur un conducteur lorsqu'il est parcouru par un courant électrique. Et donc, pour démontrer cela, il a créé cet appareil qui s'appelle l'appareil de la place, qui est constitué de quoi? D'un aimant en U, avec un pôle nord et un pôle sud. Alors, à savoir, lorsqu'on va parler des pôles au niveau du moteur asynchrone, on va toujours parler de paire de pôles, puisqu'on aura toujours un pôle nord et un pôle sud. On n'a pas la moitié, on n'a pas un demi, un tiers, on n'a pas une rose des vents avec sud-ouest, sud-est, nord, sud, machin. On a pôle nord et pôle sud. Ensuite, on a une petite pile de 4,5 V avec sa cathode et son anode. Autre chose à savoir aussi, l'anode et la cathode changent de sens si on parle de récepteur ou de générateur. Puisque pour un générateur, la cathode c'est le plus et l'anode c'est le moins. Alors que pour un récepteur, la cathode c'est le moins et l'anode c'est le plus. Ok? Ensuite, il a mis un petit interrupteur. Il a pris deux rails parallèles, conducteurs, des rails conducteurs qui laissent passer le courant, parallèles mais perpendiculaires au champ magnétique. Ensuite, il a pris une barre de cuivre qu'il a déposé dessus. Et ce qu'il a fait, il a alimenté le circuit. Donc, il a envoyé du courant dans la barre. Qu'est-ce qu'il s'est rendu compte? Qu'en alimentant, la barre sort de l'aimant. Donc, ce qu'il a fait, il a permuté l'aimant. Il a remis la barre au milieu. Et il a mis du courant à nouveau. Il a vu par contre la barre entrer. Et c'est de là que lui est venue l'idée de créer ce qu'on appelle les règles des trois droites de la main droite. Avec l'intensité, le champ et la force. On est d'accord? En électricité, on sait que le courant circule du plus vers le moins. Donc, on connaît le sens du courant. Comme là, j'ai le plus là, donc le courant y rentre. Au niveau magnétique, on sait que le champ magnétique circule du nord vers le sud. Donc, on connaît le sens du champ. Donc, si je prends mon doigt, je prends le courant qui rentre et le champ qui monte, on voit que la force sort. Donc, c'est pour ça que la barre est sortie. Si on permute le champ, on met le champ qui descend maintenant. Donc, on met le nord au-dessus et le sud en bas. Donc, le champ, il descend. OK? Le champ, il descend. Le courant rentre toujours. Mais on voit que la force vient vers moi. Donc, la force va par là. Et c'est de là qu'on appuie. Et c'est pareil, si on permute la batterie, on va changer le son du courant. Au lieu que le courant rentre, il sort. Et si vous faites avec vos doigts, vous allez voir qu'on retombe sur le même truc avec les règles des trois doigts de la main droite. Donc maintenant, on va parler du courant alternatif pour pouvoir basculer sur le triphasé, puisque j'ai parlé bien du moteur triphasé asynchrone à cage d'écureuil. Donc, on a vu qu'en prenant une barre de cuivre et en la mettant dans une douche dans l'entrefer d'un aimant et en la faisant parcourir par un courant électrique, on arrivait à faire déplacer cette barre. Donc, juste avec un champ magnétique et un courant à l'intérieur de la barre, on arrivait à avoir une force. OK? Donc, ça, on garde ça en tête. Et maintenant, on va étudier le courant que nous donne l'EDF, donc ce qu'on va prendre pour alimenter notre moteur. On sait que chez nous, on a du courant 220-380, donc soit du mono ou bien du tri. Donc nous, ça va être du tri, mais je vais expliquer où est-ce qu'on va avec. Et que c'est un courant qui a une fréquence de 50 Hz. Alors ça veut dire quoi la fréquence? La fréquence, c'est le nombre de fois qu'un phénomène périodique se reproduit par unité de temps. Et comme chez nous, nous avons 50 Hz, en sachant que le courant alternatif, c'est un courant sinusoïdal avec une période. La période, c'est quoi? C'est-à-dire c'est une alternance positive et une alternance négative. Ça correspond à une période. Donc, 50 Hz, ça signifie que ce truc-là
est reproduit 50 fois par seconde. Donc, ce qui nous revient à dire par rapport à la formule que F est égal à 1 sur T, donc T correspond à 20 millisecondes. On est d'accord, 0,02 secondes. Donc maintenant qu'on connaît la fréquence et on sait combien de périodes qu'on a dans une seconde, on va positionner notre tension alternative sur notre cercle trigonométrique, toujours dans le sens anti-horaire. Alors, anti-horaire, pourquoi? Parce que les astronomes qui travaillaient sur ça, ils s'étaient basés sur la rotation des planètes, des étoiles, tout. Donc, pour eux, c'était ce sens-là qui était le bon sens. Mais si on tient compte, par exemple, de nos montres, la personne qui lisait le cadran solaire dans le temps était placée sur l'hémisphère nord. Donc, ils voyaient bien le soleil se lever à l'est et se coucher à l'ouest. Et l'ombre du soleil se déplaçait de la gauche vers la droite. Si cette personne était sur l'hémisphère sud au moment de regarder l'heure, elle aurait bien vu le soleil se lever à l'est et à l'ouest toujours, mais l'ombre se serait déplacée de la droite vers la gauche. Ok? Donc on oublie ça. Donc maintenant qu'on a pu positionner notre courant alternatif sur notre cercle trigonométrique, la formule de la pulsation nous dit que W est égal à 2πf. Alors 2πf, ce qui correspond à 2 fois pi, c'est-à-dire dans trigonométrie qui correspond à 180, donc 360. Multiplié par la fréquence qui est 50 Hz. Ce qui veut dire que notre courant circule à 314 radians par seconde. Ou on peut dire qu'elle fait 50 fois le tour de mon cercle trigonométrique en 1 seconde. Donc on peut dire que notre vitesse angulaire est de 50 tours seconde. Mais comme l'unité SI, ce ne sont pas des tours seconde, mais ce sont des tours par minute, on va multiplier 50 par 60, ce qui va nous donner 3000 tours par minute. Si c'était aux États-Unis, ils seraient obligés de le multiplier par 60. Ils auraient eu, pour une fréquence de 60 Hz, 3600 tours par minute. On oublie un peu les États-Unis. Donc maintenant qu'on a étudié une phase, ce qu'ils ont fait, ils ont juste collé ces 3 phases-là l'une près de l'autre, mais en les déphasant de 2π sur 3 radians, c'est-à-dire 120 degrés. Ok? Donc on a phase 1, phase 2, phase 3, 120 degrés. Alors, je sais qu'on va me dire, ouais, mais si on a ça, donc on a un champ tournant qui tourne à 3000 tours minute, mais comment ça, puisque on va se trouver avec C3 plus ou bien plus ou moins. Mais là, non, on va bien voir qu'en tournant, on aura soit 2 alternantes positives et une négative, ou bien 2 négatifs, une positive. Donc, en alimentant une bobine avec ça, on aura toujours un pôle nord et un pôle sud. Même si on a 2 plus, ça sera le pôle nord, et un moins, ça sera le pôle sud. Donc, on aura tout le temps, toujours un pôle nord et un pôle sud. OK? Et maintenant, on va voir comment était constitué le stator. Donc, c'est celui qui va recevoir le courant pour faire tourner mon moteur asynchrone. OK? Voilà, donc là, on va voir l'une des pièces maîtresses de mon moteur asynchrone, c'est-à-dire le stator. Donc, le stator, c'est quoi? Donc, c'est lui qui va recevoir la tension du secteur, puisque ce sont des bobines qu'on va alimenter, qui vont créer un champ magnétique, le fameux Tesla, pas la voiture d'Elon Musk, mais ce qu'a créé Nikola Tesla, le Serbe. Donc, mais avant d'alimenter mon moteur, il faut déjà que je sache quelle tension que je peux mettre aux bornes de mon moteur, c'est-à-dire quel couplage que je dois faire. Et sur la plaque signalétique, on aura justement le symbole triangle et un symbole étoile. Donc le plus important à tenir compte, c'est le symbole triangle qui nous dit quelle est la tension que peut supporter un enroulement. Donc si on voit le symbole triangle, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'il faut faire un couplage triangle, ça veut dire que si je dois alimenter ce moteur-là, il faut faire en sorte qu'au final de mon alimentation, quand je vais tester, que mon enroulement est de 220 triphasé. On est d'accord? Donc c'est pour ça, si j'ai du 380, je serai obligé de faire un couplage étoile de façon à diviser la tension par 2 et avoir du 220 au bord d'un enroulement. Alors que si j'avais un moteur, par exemple, 400-690, ce qui veut dire que le 400, c'est le couplage en triangle, comme j'ai du 400 volts, je sais qu'en mettant un couplage triangle sur ce moteur-là, il pourra fonctionner à sa vitesse normale. OK? On est d'accord. Et c'est justement ces moteurs-là, les moteurs 400-600, qu'on peut faire des démarrages étoile triangle avec, que je vais expliquer un peu plus à l'heure, mais c'est ça le du jeu. Donc, maintenant que j'ai bien alimenté mon moteur, j'ai mes enroulements qui vont être alimentés, qui vont créer un champ.
il faut que ce champ-là ait un pôle nord et un pôle sud. Donc, c'est pour ça ce qu'on va faire. On va disposer à l'intérieur de mon stator les enroulements. Alors, le plus basique, ça serait exactement comme sont disposées mes phases au niveau de mon secteur. Donc, j'aurai 3 enroulements qui seront déphasés mécaniquement de 120 degrés. Mes 3 enroulements avec 2 pôles, puisqu'il me faut un pôle nord et un pôle sud. Donc, là, on dit que j'ai un moteur bipolaire. J'ai un moteur bipolaire. Mais comme c'est un moteur bipolaire, c'est-à-dire que j'ai 2 pôles, mais il faut que je parle maintenant du nombre de paires de pôles. Parce que dans la formule de la vitesse la vitesse de synchronise, on dit que la fréquence multipliée par 60 divisée par le nombre de paires de pôles nous donne la vitesse de synchronise. Donc si j'ai une paire de pôles, ma vitesse sera 3000 tours par minute. Alors que si je rajoute encore une paire de pôles, donc j'aurai un moteur tétrapolaire, je vais me retrouver avec 4 pôles, mais 2 paires de pôles. Et si je divise par 2, donc mon moteur, sa vitesse va encore diminuer, on va descendre à 1500 tours. Et si je passe à un moteur hexapolaire, c'est-à-dire 6 pôles, donc 3 paires de pôles, je vais diviser encore par 3, ce qui va me donner 1000 tours par minute. Et si je prends un moteur octopolaire, c'est-à-dire 8 pôles, donc 4 paires de pôles, donc je vais diviser mes 3000 par 4, ce qui va me donner 750 tours par minute. Et donc là, j'ai mes vitesses de synchronisme en fonction du nombre de paires de pôles. C'est pour ça que j'explique depuis tout à l'heure, on ne faut pas parler des pôles directement, mais le nombre de paires de pôles. C'est pour ne pas se tromper lorsqu'on doit faire les calculs. Donc là maintenant, je sais quel type de moteur que j'ai, bipolaire, tétrapolaire, hexapolaire, octopolaire. Je sais que je suis bien branché. Maintenant, ce qu'il me faut, c'est de voir comment va se comporter maintenant mon rotor à cage d'écureuil. Donc, on a bien compris que notre stator correspondait à la partie fixe de notre moteur asynchrone et le rotor, la partie mobile. Donc, c'est lui qui aura la charge d'entraîner justement la charge, le ventilo, les roulements de façon à le centrer par rapport au stator et qui va graviter autour de cette fameuse cage d'écureuil ou d'hamster ou de cobaye ou tout ce qu'on veut. Alors, c'est quoi notre cage d'écureuil? La cage d'écureuil, justement, ce sont les fameux barreaux qu'on avait vus dans l'appareil de Laplace qui ont été disposés en cercle avec des anneaux en circuit de chaque côté. Et bon, à l'intérieur, on aura justement l'arbre et tout ce qui va, qu'on va mettre à l'intérieur du champ magnétique. Et là, à ce moment-là, on a tous les physiciens qui rentrent en jeu, hein, puisque pour pouvoir faire déplacer notre barre sur l'appareil de Laplace, on était obligé de l'alimenter avec la petite pile de 4,5 V. Mais là, qu'est-ce qu'il nous dit Foucault? Les courants de Foucault. Il nous dit que lorsqu'on fait varier un champ magnétique près du conducteur, le conducteur, lui, crée son propre courant induit. Ou si on fait bouger le conducteur près du champ magnétique, il crée un courant induit. Donc là, on a déjà le champ de Tesla. On a le courant que Tesla va nous faire créer au niveau de la cage d'écureuil. Donc, on aura une force. Donc, si on fait les règles des 3 doigts de la main droite, on verra qu'on aura une force dans ce sens-là vers le haut et dans ce sens-là vers le bas. Mais ce n'est pas fini, puisqu'on a Lenz qui nous dit justement que les courants induits s'opposent de par leur effet à la cause qui leur a donné naissance. Qui a donné naissance à ce truc-là? C'est exactement le champ tournant. Donc, ce qui va faire notre rotor, il va tourner dans le même sens que le champ tournant. Mais, parce qu'il y a un mais, il va tourner, mais moins vite. Il va tourner moins vite que le champ tournant. Et c'est ce moins vite-là qu'on appelle le glissement, qui fait qu'on dit qu'on a un moteur asynchrone. Ça veut dire que la rotation du rotor n'est pas synchrone avec celle du champ tournant. Il est légèrement plus faible, puisque s'il tournait à la même vitesse que le champ tournant, on n'aurait plus de force, on n'aurait plus de courant de Foucault, ni les forces de Laplace, donc le rotor allait arrêter de tourner. Donc, on a vu qu'on a maintenant, qui rentre en jeu, une formule avec le glissement. Donc, le glissement, c'est quoi? Le glissement, c'est la vitesse de synchronise moins la vitesse de rotation du moteur divisé par la vitesse de synchronise. Donc ça, c'est pour trouver le glissement. Ensuite, on va multiplier par ça parce qu'il faut l'exprimer en pourcentage. Alors, c'est pareil, si on veut retrouver la vitesse de rotation du moteur, du rotor, c'est égal à 1 moins le glissement multiplié par la vitesse de synchronise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai un moteur, je sais que ce moteur bipolaire, donc
que sa vitesse de synchronie, c'est 3000 tours minute, et qu'on me dit que j'ai un glissement de 10%. Donc, ce que je vais faire 1 moins 0,1, ce qui va me donner 0,9, que je multiplie par 3000, et ce qui va me donner 2700. Ce qui veut dire que la vitesse de rotation de mon arbre, ça sera 2700 tours minute. Et c'est pour ça, bon, lorsqu'on voulait avoir la vitesse de rotation, on utilisait des tachymètres. Donc, c'était soit des tachymètres mécaniques, ou est-ce qu'on appuyait sur l'arbre et on lisait directement, ou ce qu'on faisait, on mettait un petit scotch sur l'arbre et on utilisait un tachymètre stroboscopique. Le stroboscope, c'est ce que vous voyez lorsque vous êtes en boîte de nuit et ça vous donne l'impression que vous dansez au ralenti. C'est juste une question de vitesse de la lampe à éclat. Donc, on accélérait, on diminuait la vitesse d'extinction et d'allumage de la lampe à éclat, arrivait à un certain moment où est-ce qu'on avait l'impression que l'arbre ne tournait plus. Justement, on arrivait à être synchrone par rapport à la rotation de l'arbre du moteur. Et là, on pouvait lire directement la vitesse de rotation du moteur. Donc, c'est une personne qui me posait la question, pourquoi on utilise le démarrage étoile triangle? Alors, le démarrage étoile triangle, il est là pour soulager l'installation au démarrage. Pourquoi? Parce que certains gros moteurs au démarrage, pratiquement tous les moteurs, ils ont des pointes de courant au démarrage qui peuvent atteindre 10 fois IN, c'est-à-dire 10 fois la valeur du courant nominal. Donc, en général, ce sont des moteurs qui sont marqués 400, 690, mais tout dépend de ce que vous avez comme torsion secteur. Donc, il y a toujours moyen de faire une démarrage triangle, mais il faut être sûr de la torsion secteur qu'on a et ce que peut tolérer le moteur. Donc, c'est quoi? Mais en démarrant en étoile, au lieu d'alimenter notre enroulement directement avec les 400 volts qu'ils ont besoin pour fonctionner, on envoie les 400 volts sur 2 enroulements. Donc, on divise la tension par 2. Le moteur il va démarrer tout doucement, la pointe de courant sera plus basse et le moteur a le temps d'atteindre une certaine inertie. Et dès que le moteur atteint cette inertie-là, avec la tempo, tac, automatiquement, il passe en triangle. Et donc, on n'a plus cette pointe-là et ça permet à l'installation de fonctionner. À savoir que moi, sur mes pompes centrifugeuses de 10 kW, j'utilise pratiquement plus de démarrage 3 triangles, puisqu'on a vu dans la formule de la vitesse de synchronise que N est égal à la fréquence multipliée par 60 divisé par le nombre de paires de pôles. Si on ne peut pas changer le nombre de paires de pôles de par la structure du moteur, eh bien on peut agir sur la fréquence. Donc en diminuant la fréquence, on arrive à diminuer la vitesse et diminuer la pointe de courant au démarrage. Donc moi, ce sont des démarrages progressifs Siemens que j'utilise, où est-ce qu'on peut régler la plage de démarrage, c'est-à-dire le pourcentage de la fréquence qu'on veut au démarrage et le temps qu'on veut qu'ils prennent pour atteindre les 100% de la fréquence. Voilà, donc c'est pour ça qu'on utilise les démarrages progressifs et les démarrages étoile triangle. Alors, autre chose, maintenant, on va parler du sens de rotation des moteurs asynchrones, puisqu'on peut faire le moteur tourner dans deux sens différents. Alors, le souci qu'on a lorsqu'on veut changer le sens de rotation de moteur asynchrone, ce qu'a fait plusieurs personnes, c'est que lorsqu'on alimente un moteur asynchrone, on va alimenter L1, L2, L3 sur U1, V1, W1. On est d'accord, on s'en fout du couplage qu'on a fait du moteur, mais on envoie nos 3 phases sur notre plaque à bord. Et donc, on a envie de changer de rotation, puisqu'on trouve dans ce sens, ça ne tourne pas bien. Donc, ce qu'on va faire, on va déplacer les 3 phases. Donc, ce qui fait que L3 va arriver en L1, L2 va arriver en L3, et L1 va arriver en L2. On regarde dans le premier cas, où est-ce que la séquence c'est L1, L2, L3. L1, L2, L3. L1, L2, L3. On est d'accord? Là, j'ai permuté, j'ai L3, L1 et L2. Si je répète la séquence, ça me fait L3, L1, L2, L3, L1, L2, L... Donc, je suis toujours dans la même séquence. Donc là, mon moteur, il va toujours tourner dans le même sens. Pour que mon moteur asynchrone puisse changer de sens, il faut que je permute que 2 phases. Qu'elle soit, mais que 2. Donc là, maintenant, imaginez que je garde L1 à sa place et que je permute L2 et L3. Ça va me donner comme séquence L1, L3, L2. Et si je répète, L1, L3, L2, L1, L3. Donc, je n'ai pas les séquences des phases qui suivent. Et là, mon moteur va changer de sens de rotation. Donc, et ça, c'est important parce que dans certaines installations, comme une imprimerie qu'il y avait à Cabassou, où est-ce que l'EDF avait permuté le sens des phases et
c'est des machines qui ont des câbles qui n'acceptent pas l'inversion de sens de phase. Donc c'est pour ça, dans certaines installations en tête, sur le circuit de commande, on met des contrôleurs de champ tournant. Donc c'est un petit appareil qui est là, qui est sur le circuit de commande et qui a les 3 phases bien positionnées pendant que l'installation fonctionne bien. Et si toutefois il y a une inversion de phase, à ce moment-là, l'appareil bloque, le circuit de commande ne démarre pas et donc c'est qu'il y a un souci. Alors, lorsqu'on utilise en général, lorsqu'on installe des groupes électrogènes, c'est-à-dire que l'installation est déjà en place et qu'on veut mettre le groupe et qu'on ne peut pas encore, on ne peut pas permettre l'installation par rapport à ça, on vérifie déjà le sens des phases au niveau du secteur et celui de notre groupe. Et à ce moment-là, on permet les phases. Donc là, c'est un rotophase. Donc on a vu qu'on a le sens droit et le sens gauche. C'est à l'envers. Voilà. Et donc la phase 1. Donc ça, je tiens ça pour mettre sur la phase 1. Et avec mes 2 mains, je peux mettre sur les autres phases pour vérifier le sens du champ tournant. Ok, c'est assez. Alors, on a des rotophases qui ont même un petit cercle qui tourne. Donc il te dit s'il tourne dans le sens horaire ou le sens anti-horaire. Donc c'est à ça que sert rotophase, contrôleur de phase. Voilà, c'est tout sur le moteur asynchrone. Bon, il y a encore plein de trucs, mais bon, s'il faut rentrer dans plus de données, on va pas s'en sortir et ça va devenir un peu long. Bonne journée, au revoir.